Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le chef et directeur artistique de l'ensemble Les Agréments, Guy Van Waas. Bonjour Guy. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Vous effectuez votre formation musicale au Conservatoire de Gand. Ancien membre de l'orchestre de la RTBF et clarinettiste solo à l'orchestre de la Monnaie, vous vous intéressez à la clarinette ancienne et ses variantes comme le chalumeau ou le cor de basset. Vous jouez en tant que clarinettiste avec l'Orchestre des Champs-Élysées, l'Académie für Alte Musik Berlin et l'Orchestre du XVIIIe siècle. Depuis 2001, vous dirigez l'ensemble Les Agréments, l'orchestre baroque de la Communauté française de Belgique. Vous êtes également professeur de musique de chambre au Conservatoire royal de Mons et titulaire de l'orgue de l'église des Carmes. Je vous propose de débuter notre entretien avec l'ouverture du Temple de la Gloire de Jean-Philippe Rameau.
Nous venons d'écouter l'ouverture du Temple de la gloire de Jean-Philippe Rameau par l'ensemble Les Agréments dirigé par notre invité Guy Vanoise. Dites-nous Guy, le Temple de la gloire est l'unique opéra sur un livret de Voltaire à avoir été représenté au XVIIIe siècle à Versailles devant la cour, puis à l'Opéra de Paris. Comment avez-vous découvert cette œuvre? En fait, Rameau et ses opéras, je les côtoie depuis très longtemps. Parce qu'avec l'orchestre du XVIIIe siècle, dont vous avez parlé, sous la direction de Franz Bruggen, nous avons souvent enregistré de larges extraits, appelés des suites, de ces opéras. Et donc, c'est un monde dans lequel je suis entré il y a déjà pas mal d'années. Évidemment, historiquement, on connaissait ces opéras, puisque dans les cours d'histoire de la musique, sans jamais les avoir entendus, on parlait des opéras de Rameau, on disait que c'était formidable, mais en fait, on ne savait pas ce que c'était. Puis au fil du temps, des gens comme William Christie à Paris ont enregistré des opéras, pu me faire une idée de ce type d'opéra. Et nous avons enregistré, en collaboration avec le Centre de musique baroque de Versailles, toute une série d'opéras, entre autres de Grétry, le belge, le wallon à Paris. On en parlera un petit peu plus tard, oui. Très bien. Et c'est là que les responsables du Centre de musique ancienne de Versailles m'ont dit, mais voilà, il y a là, presque tous les opéras à présent ont été enregistrés, presque tous, mais il en reste l'un ou l'autre, dont ce fameux Temple de la gloire. Il est vrai que quand j'ai vu la partition, ça a été un peu un choc parce que l'ouverture est presque injouable. Ah oui? Les parties de corps, et principalement du deuxième corps, sont d'une difficulté monstrueuse, sauf si on joue à la moitié du tempo. Mais voilà, il y a maintenant d'extraordinaires cornistes que j'ai réussi à pousser, à convaincre, à travailler cette partition d'une façon fantastique pour la jouer dans le tempo que vous avez pu entendre et qui a frappé beaucoup de gens qui se sont même demandé si je n'avais pas enregistré plus lentement et augmenté la vitesse. Mais ce n'est pas le cas, je peux vous l'assurer. Et donc, quand j'ai vu cette partition et le premier air, quand j'ai vu les harmonies de ce premier air, j'ai été sidéré. Je savais que Rameau était très, très, très riche dans ses harmonies, mais à ce point, c'est extraordinaire. Et donc voilà, ce Temple de la gloire a été, je pense, une très belle expérience d'un orchestre belge dans cette musique vraiment très française. Et je pense que nous avons fait là œuvre de bon enregistrement. Alors, vous parlez de l'ensemble Les Agréments. Nous célébrons cette année les 20 ans de votre nomination à la tête de cet ensemble. Comment s'est déroulée votre rencontre avec Les Agréments? En fait, Les Agréments, c'était donc une idée du fondateur du centre vocal de Namur d'avoir, outre le chœur de chambre de Namur, un ensemble instrumental sur instruments anciens, ce qui existait à peine en Wallonie à l'époque. Ces ensembles étant à l'époque principalement néerlandophones, flamands. Et pas mal de musiciens francophones commençaient à pratiquer les instruments anciens. Et donc c'était le bon moment pour mettre en pratique tout ce qu'ils avaient appris dans les conservatoires et de les faire travailler non plus dans des ensembles un peu partout en Europe, mais également chez nous, en Wallonie et à Bruxelles. Et donc ma rencontre s'est faite en fait après un concert qu'ils avaient donné, qui était la Passion selon Saint Jean de Johann Sebastian Bach. Et là, en fait, la direction m'a demandé si je ne pouvais pas prendre en main cet orchestre pour en faire véritablement un orchestre. Et plus seulement un ensemble qui accompagnait un petit peu le chœur, mais d'en faire véritablement un ensemble instrumental. Et très vite, les plans ont grandi pour faire grandir l'orchestre, d'enregistrer un premier CD, mais pas n'importe lequel, un CD de musique belge, et c'était un CD d'œuvres de Gossec.
Et donc, on a tout de suite été dans le bain de la découverte, et ça a continué comme ça pendant quasi une vingtaine de CD, où nous avons fait découvrir, je pense, un grand répertoire, hein, à part quelques incursions dans des symphonies de Haydn et de Beethoven, mais la plupart de nos enregistrements étaient des enregistrements consacrés à de la découverte. Et je pense d'ailleurs que c'est une chose très importante que le CD puisse, même si commercialement ce n'est sans doute pas ce qui est le plus rentable, mais bon, la rentabilité n'étant pas mon problème, nous sommes là pour faire découvrir, pour ouvrir des horizons aux auditeurs, au public, et pour faire des ponts avec des genres musicaux. Enfin, nous sommes là pour ça. Nous ne sommes pas là pour faire seulement du conventionnel. Le conventionnel devient très vite commercial, et là, la culture devient un peu plus problématique. Comment êtes-vous passé du rôle d'instrumentiste à la direction? Est-ce que ça s'est facilement déroulé pour vous? En fait, j'ai fait les choses, comme on dirait, dans l'ordre. C'est-à-dire que j'ai fait des études de direction d'orchestre. Dans une école tout à fait prestigieuse, c'est au Mozarteum à Salzbourg, où j'ai eu la chance d'avoir deux fantastiques professeurs de direction d'orchestre, Milan Horvath et Walter Weller, qui a été le chef de l'Orchestre national de Belgique pendant pas mal d'années, et qui a été pour moi un professeur extraordinaire. La dernière fois que je l'ai vu ici à Bruxelles, après un concert, il m'a encore en boutade répété ce qu'il disait tous les jours au cours, hein, tempo is in the upbeat. Donc le tempo est dans la levée, hein, parce qu'on voit évidemment beaucoup de prétendus chefs d'orchestre qui se cherchent un tempo dans leur approche musicale, hein. Mais chez Walter Weller, il n'y avait pas d'hésitation possible. On faisait un geste et ça devait être le geste du tempo. C'est une école un peu dure, mais qui est formidable. Ça veut dire qu'il faut savoir anticiper et être sûr de son geste. Donc j'ai fait cette école, j'ai fait des études dans cette école prestigieuse, mais pas. Je ne voulais pas faire ça pour vraiment devenir chef d'orchestre. Moi, j'aime beaucoup pratiquer la musique. Évidemment, vous allez me dire, il y a de beaux exemples de grands chefs d'orchestre qui sont encore toujours des instrumentistes de haut vol, hein. Je pense ici, évidemment, à un des plus grands, c'est Daniel Barenboim, hein, qui est un grand chef d'orchestre et qui est encore toujours un très grand pianiste, hein, qui maintenant, pour la petite histoire, joue d'ailleurs sur des pianos belges. Bien Hein. sûr, il a fait son piano chez Mann, oui. Chez Mann, hein, donc c'est quand même, hein, on peut avoir Un cocorico. un cocorico, hein, de voir que dans la nouvelle salle Boulez à Berlin, qui a été initiée par Barenboim, se trouvent des pianos belges. C'est une chose qu'on n'aurait jamais imaginée, en tout cas, vu la concurrence mondiale sur le marché des pianos qui sont monopolisés par de tout grands facteurs. Et puis voilà, il y a un Belge qui a tiré son épingle du jeu. Il y a eu cette volonté, parce que je pense que le travail était herculéen C'est énorme. Oui. Et qui s'est préparé depuis pas mal d'années. Ça n'est pas venu du jour au lendemain, évidemment, mais c'est une aventure tout à fait extraordinaire que Chris Mann a commencé là. Mais il faut aussi admirer Barenboim, qui est un pianiste moderne, qui a toujours joué sur les Steinway, et puis qui est tombé amoureux du son de piano plus ancien. Mais ne voulant pas jouer sur des pianos anciens, a voulu retrouver ces sensations-là sur un piano moderne. Et donc, j'admire beaucoup aussi un musicien qui il n'a pas besoin de trouver de nouveaux débouchés pour faire sa carrière. C'est vraiment l'intérêt musical profond d'un grand artiste, hein, et que j'admire beaucoup pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Et qui est énorme. De jeter des ponts entre les cultures, entre les peuples. Je trouve ça vraiment un homme extraordinaire et qui a donc cette grande curiosité, hein, parce qu'il n'a plus 20 ans non plus, hein, d'avoir cette énorme curiosité. Je trouve ça un exemple pour tous les musiciens. Écoutez, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il y a aussi quelque chose qui me dépasse chez Daniel Barenboim, c'est
sa capacité à assimiler des partitions, à pouvoir vous jouer par cœur toutes les sonates de Beethoven, le lundi, mardi, mercredi, et jeudi, vendredi, diriger Tannhauser de Wagner. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse... Absolument, oui, oui, absolument. tout à Je l'ai fait. rencontré au Japon où il alternait diriger et jouer. Donc c'est absolument Oui, c'est incroyable. difficile à comprendre. Oui, oui, oui. Alors moi, je propose de poursuivre. Je vous propose d'écouter la charmante Danse des femmes tirée du deuxième acte de La Caravane du Caire d'André Modeste Grétry.
Alors, c'était La danse des femmes, tirée du deuxième acte de La caravane du Caire d'André Modeste Grétry. Alors, vous êtes un ardent défenseur de l'œuvre du compositeur André Modeste Grétry. Qu'est-ce qui vous attire dans son art? Là aussi, il y a une histoire derrière beaucoup de choses dans la vie. Et en fait, la première fois que j'ai enregistré un disque, un vinyle encore à l'époque, c'était dans un opéra de Grétry. Et c'était Zémir et Azor, sous la direction d'Edgar Donneux avec l'orchestre de la radio ici, qui à l'époque faisait aussi œuvre de découverte. Il faut bien le signaler. Puisque Grétry est belge aussi. Grétry est un vrai liégeois qui a étudié à Rome, il a vécu à Rome, parce qu'à Rome, il y avait une espèce d'institution financée par une famille liégeoise pour accueillir des artistes et des scientifiques qui voulaient travailler, étudier à Rome. Un peu comme la Villa Médicis? Absolument, absolument. Donc, des Liégeois avaient aussi une institution pareille. Et Grétry a passé pas mal de temps là, faisait d'ailleurs déjà une belle petite carrière là-bas, mais quand même, il a voulu rentrer à Liège, comme il se devait, parce qu'à Liège, on l'attendait quelque part pour devenir maître de chapelle et écrire des opéras, enfin avoir une vie liégeoise. Et c'est en fait sur le chemin de Liège qu'il est passé à Genève voir Voltaire, qui lui a dit « Mais, cher ami, vous n'allez quand même pas aller vous enterrer à Liège, c'est à Paris que vous devez aller ». Et donc le petit liégeois a dit, avec une lettre de recommandation de Voltaire en poche, il n'a pas été à Liège, mais il a été à Paris et il y est resté. Et il a fait là une carrière époustouflante qui a fait de lui un compositeur vraiment à succès. Et il faut savoir qu'à partir de 1800, il n'a plus tellement composé. Et quand il est décédé, une dizaine d'années plus tard, à ses funérailles, c'était, toute proportion gardée, il y avait plus de monde aux funérailles de Grétry dans les rues de Paris que pour Johnny Hallyday. Parce qu'il y a eu un cortège dans Paris qui s'est arrêté à tous les lieux où Grétry a travaillé, et de grands compositeurs de l'époque ont composé des pièces, on a écouté des discours. Donc c'était un personnage public très très important, et ce n'est pas volé, c'est quelqu'un qui sait parler au cœur. Et quand on parle au cœur, on peut dire oui, c'est facile. Mais non, ce n'est pas facile. Ça peut réussir une fois, deux fois, mais sur toute une vie. Et on voit que ce n'est pas la facilité, parce que Grétry, outre tous ses opéras, qui sont les seules œuvres d'ailleurs que jamais un gouvernement belge a éditées dans son intégralité, et ça fait 1 mètre de partition, plus ou moins, il a écrit lui-même plus ou moins 7000 pages sur tous les sujets. C'est en fait un résumé philosophique de toute sa vision de la vie, dans lequel il parle aussi bien du côté indispensable de l'allaitement des enfants que sur l'utilité d'apprendre encore la basse continue. Donc il a fait vraiment des écrits que, je pense, dans des études philosophiques, on pourrait bien analyser, et ce serait très intéressant de voir un musicien comme lui, tout ce qu'il a pu écrire comme pensée sur la société de son époque. Et quand on sait que de grands compositeurs comme Mozart et Beethoven ont écrit des variations sur un thème de Grétry pour piano, donc ça veut dire que ces gens connaissaient la musique de Grétry. Ils n'avaient aucun intérêt commercial à composer des variations sur un thème de Grétry. Il n'y avait personne qui attendait ça à Vienne, mais parce qu'eux ont été fascinés par la musique de Grétry, qu'ils ont dit un petit hommage, on va faire des variations sur des thèmes de Grétry. Donc ça situe un peu le personnage et l'importance du personnage dans l'histoire de la musique belge parisienne. C'est fascinant. Je vous propose alors justement d'écouter un extrait de La caravane du Caire, Fra l'Aurore della Tempesta par Sophie Karthauser. L'ensemble des agréments est dirigé par Guy Vanoise, notre invité.
Un extrait de La Caravane du Caire, Fra l'aurore della tempesta par Sophie Karthauser. L'ensemble Les Agréments était dirigé par Guy Van Was, notre invité. Alors, un autre compositeur belge qui vous passionne est François-Joseph Gossec. Qui était-il? Gossec était un ennuyé, né ici, donc aussi dans une région, on ne s'attend pas nécessairement à découvrir un compositeur qui a fait nom à Paris. Lui n'a pas fait ce chemin d'aller, par exemple, étudier à Rome ou quoi. Il a fait ses armes ici en Belgique, entre autres à Anvers. Et puis il est parti à Paris comme interprète, comme pour jouer dans un orchestre. À l'époque, il y avait de très intéressants orchestres privés. Il y avait un monsieur de la Pouplonnière qui avait un orchestre dont le chef était Johann Stamitz. Et Johann Stamitz, c'était donc un bohémien, mais qui vivait à Mannheim. Il fait partie de cette grande école de compositeurs de l'école de Mannheim. Et il a joué dans cet orchestre assez exceptionnel. Parce qu'il faut imaginer la France à l'époque, qui était principalement française et italienne pour la musique. Les Italiens avaient la cote en France, à côté des compositeurs français. Et tout à coup, il y a ce monsieur, ce surintendant, qui invite un chef allemand, bohémien, pour diriger son orchestre. Et il a évidemment tout de suite donné une toute autre vision de la musique à ces musiciens. Parce qu'il a amené ses propres musiques, ils n'ont pas joué les musiques des compositeurs français, ou sans doute très peu, enfin on n'a pas vraiment de programme de tout ce qu'il a fait, mais dans ses valises, il a amené ses propres compositions, et ça a dû fasciner notre ami Gossec, qui s'est dit, mais waouh, quelle ouverture! Parce que la symphonie, telle que nous l'entendons, n'était pas un genre vraiment fort pratiqué en France.
La symphonie d'orchestre, c'était beaucoup l'opéra, des suites. Il y avait des symphonies, pardon, mais ce n'était pas vraiment un élément de base de la culture musicale, disons-le comme ça. Alors que dans la culture allemande, la symphonie, surtout avec l'école de Mannheim, était un élément très important, à côté de l'opéra et de la musique religieuse, évidemment, mais cette découverte de la symphonie dans le style de l'école de Mannheim a dû être pour Gossec un grand choc. Et quand Johann Stamitz est parti, M. de la Poulplonnière a proposé à Gossec de prendre la direction de l'ensemble, et il a continué d'écrire dans ce style de l'école de Mannheim, mais avec une touche belge et une touche parisienne. Donc un beau mix européen. Hein, la musique a toujours fait l'Europe avant les politiciens. Et donc, c'est une Europe beaucoup plus forte, dans laquelle il y a beaucoup moins de tensions. Et donc, je pense que ces compositeurs sont exemplaires aussi pour notre société, pour ce que devrait encore toujours être notre société. Et Gossec a monté les échelons. Donc, il est devenu compositeur officiel, parce qu'évidemment, il était indispensable pour faire carrière de se faire bien voir à la cour. Et puis, quand il y a eu un événement assez particulier en 1789, eh bien, notre Gossec, très belge, a su faire des compromis. Et il est passé à travers tout ça et est devenu un grand musicien de la Révolution. Donc lui, le royaliste, est devenu un grand musicien de la Révolution. Et en plus, il est devenu ce qu'on peut appeler un musicien officiel. C'est-à-dire, c'était l'époque de la création du Conservatoire de Paris. Il est devenu un maillon très important dans la construction et l'élaboration de ce conservatoire. Et c'est évidemment le compositeur que tout le monde peut haïr, parce que c'est quelque part l'inventeur du solfège. Parce que liberté, égalité, fraternité, l'égalité, c'était tout le monde doit savoir lire. Ça fait partie du concept fantastique de dire que tout le monde doit savoir lire des mots, mais aussi la musique. Et donc, il fallait des moyens systématiques pour apprendre à faire ça. Et ce moyen, avec un système, c'était le solfège. Et Gossec a été un des grands initiateurs de cela. Donc on peut le haïr, parce que beaucoup de gens, quand ils commencent la musique, n'aiment pas le solfège, ce que je comprends souvent. Pas toujours, parce qu'il y a des gens qui donnent très bien cours de solfège, et de façon, c'est comme les mathématiques. Le solfège, c'est comme les maths. On peut donner des cours de solfège passionnants, tout comme ils peuvent être rébarbatifs au possible, et les mathématiques, c'est exactement la même chose. Il y a des professeurs qui donnent des cours de mathématiques qui sont absolument passionnants et qui ont des classes entières qui sont enthousiasmés par l'étude des mathématiques. Et à côté de ça, moi j'ai eu des professeurs qui m'ont dégoûté de l'étude des mathématiques parce que c'était tout à fait rébarbatif. Mais donc, ceci est une parenthèse, mais donc Gossec a été un maillon très important dans l'élaboration de la musique pour tous, en fait. Et donc, à ce titre-là, on peut vraiment lui rendre hommage. Alors, ce qui est fascinant avec vous, c'est qu'on se rend compte que l'histoire musicale classique belge, on pense souvent à Franck, Lecœur, Isaïe, mais remonte à bien plus longtemps, et le rayonnement de la Belgique musicale, avec des personnages comme Grétry et Gossec, est vraiment plus important qu'on aurait pu l'imaginer. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, qui n'ont jamais entendu la musique de François-Joseph Gossec, je vous propose d'écouter ce mouvement lamentable très vite de la symphonie numéro 5 en mi bémol majeur, opus 12.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Le mouvement lamentable très vite de la symphonie numéro 5 en mi bémol majeur opus 12 de François-Joseph Gossec. L'ensemble Les Agréments était dirigé par Guy Van Waas. Alors, à l'occasion des 20 ans de votre ensemble, Guy, le label Richard Carr a consacré un coffret de 7 CD à la symphonie parisienne, exclusivement composé d'enregistrements de votre ensemble. Quel rôle a joué la ville de Paris pour les compositeurs comme Grétry, Gossec, Krauss ou Haydn? Mais Paris était la ville lumière qui attirait les gens de partout dans le monde. Et il y avait à Paris des gens très intéressants qui justement voulaient ouvrir la vie musicale parisienne au monde. Et un des organismes non officiels, c'était des organismes privés à l'époque, qui participaient au rayonnement de musique venant de partout était le concert spirituel, qui invitait, entre autres, des compositeurs comme Haydn et Mozart à Paris. Haydn n'a jamais été à Paris, mais sa musique y était très connue, parce que là aussi, Haydn, ça fait aussi partie de mes grandes amours. C'est sans doute le compositeur qui a le plus d'imagination de tout ce qu'il y a jamais eu. Avec 3 petites cellules, il vous fait entrer dans un monde tout à fait incroyable. Haydn n'est pas un compositeur de la musique vocale, même s'il a écrit des opéras, puisqu'il était lui aussi au service de princes qui voulaient avoir des opéras et tout ça. Mais pour très beau qu'il soit, le génie de Haydn se trouve dans les quatuors à cordes, dans les symphonies, mais aussi dans sa musique avec clavier. Je peux vous dire que je commence presque toutes mes journées en jouant une sonate de Haydn. Et chaque fois, je suis abasourdi par l'énorme inventivité constante. Et c'est une inventivité qui, au piano, va évidemment des notes qu'il compose, mais aussi de la façon dont il trouve des couleurs, alors que c'est une époque où on ne fait pas trop attention aux couleurs. La musique est écrite non pas tellement en fonction de couleurs, mais en fonction de ce qu'on veut dire. Mais Haydn introduit là-dedans des formules et des utilisations de thèmes qui sont au milieu de l'accompagnement. Ce sont des choses que d'autres ont fait, mais bien longtemps après lui. Donc c'est vraiment un compositeur fascinant. Et donc à Paris, on appréciait beaucoup cette musique. D'ailleurs, elle était aussi éditée à Paris, parce que Haydn était un grand filou, parce qu'il profitait du fait que l'Internet n'existait pas encore pour dire dans toutes les grandes villes d'Europe qu'ils allaient avoir l'exclusivité de l'édition de ses œuvres. Alors quand il disait, voilà, il y a 6 nouveaux quatuors qui vont bientôt sortir, il disait ça à Paris, à Berlin, à Vienne et à Londres, sans doute aussi à Amsterdam. Et alors tout le monde dit, oh, c'est spécialement pour nous qu'il va composer, on serait les premiers à avoir ces quatuors. Et en fait, il les éditait un peu partout en Europe, sans problème. Et je pense que les éditeurs savaient très bien qu'il faisait ça. Mais tout le monde se les arrachait partout en Europe. Donc il y avait même pas de concurrence. Mais lui est devenu, grâce à ça, un des premiers compositeurs riches. Il a gagné beaucoup d'argent. C'est vraiment quelqu'un qui a su mener sa barque aussi au niveau financier, mais ça n'enlève rien à son énorme talent dans l'inventivité de tout ce qu'il a fait. Alors justement, on va le retrouver maintenant dans la symphonie en ré majeur au Bourgen 86. Alors je vous propose d'écouter l'Adagio Allegro Spirituoso initial.
L'Adagio Allegro Spirituoso de la symphonie en ré majeur au Boken 86 de Joseph Haydn. L'ensemble des agréments était dirigé par Guy Vanoise, notre invité. Guy, vous venez nous présenter un album rassemblant les deux concertis pour clarinette de Carl Maria von Weber, où vous dirigez l'orchestre du XVIIIe siècle, avec pour soliste Eric Oeprich. Alors, qui est ce clarinettiste? C'est un clarinettiste américain, mais qui habite en Europe, je dirais, depuis toujours. Donc, depuis qu'il est venu étudier chez Franz Bruggen, le célèbre flûtiste à bec. C'est un homme tout à fait extraordinaire parce que, outre ses études musicales,
Il a aussi fait des études de philosophie. Enfin, c'est vraiment un grand homme. Et j'ai une petite anecdote qu'à l'époque, je ne lui ai pas raconté ça lors de notre première rencontre. C'est venu très longtemps après. Et en 81, Franz Bruggen, que j'avais rencontré après un concert, devant un bon verre, me dit « Oui, je suis en train de créer un orchestre. Ça va s'appeler l'orchestre du XVIIIe siècle. » On est en quelle année, plus ou moins? 81. 81, oui. Ça devait être en 80-81 qu'il m'a raconté ça. Et il me dit « Oui, j'ai un de mes anciens élèves qui va être clarinettiste dans cet orchestre. C'est un Américain. Il est vraiment superbe. Et dans sa cave, il construit lui-même ses instruments. » Il habitait à l'époque, Eric Upritch habitait à l'époque à La Haye. Et Franz Bruggen me disait déjà, et ça va devenir un très grand. Et il ne s'est donc pas trompé, parce que les enregistrements du concerto de Mozart pour clarinette sont aussi une des références absolues dans l'interprétation de ce concerto. Et maintenant, nous nous sommes consacrés à Weber. Eric, qui donc construit lui-même ses instruments et qui possède une très grande collection de clarinettes historiques, avait en sa possession la clarinette qui était utilisée par M. Berman et qui était l'ami de Weber pour lequel il a composé ses concertos. Mais bon, un instrument original, si on veut vraiment beaucoup travailler dessus, c'est pas comme un violon. Un instrument à vent, je ne dois pas dire qu'il y a de l'humidité qui va dedans, c'est du bois, donc ça s'abîme. Donc on ne peut pas utiliser un tel instrument pour travailler des heures et des heures par jour, puis enregistrer in fine 6 heures par jour. L'instrument, il ne résiste pas à ça. Et donc Eric a décidé d'en construire une copie. Et un jour, parce que nous sommes collègues clarinettistes à l'orchestre du XVIIIe siècle, un jour, il s'est amené avec cette clarinette qui n'était pas encore tout à fait achevée. Et quand j'ai entendu le son de ça, j'ai dit, mais c'est incroyable cet instrument. C'est pas que c'est beaucoup plus grand, plus gros, enfin, c'est difficile à décrire, mais il y avait une telle profondeur dans cet instrument. Et qui vient c'est des aspects purement techniques, hein. C'est la perce, c'est-à-dire l'intérieur de l'instrument qui est un petit peu différente. Les trous dans l'instrument sont aussi différents, ils sont plus grands que les instruments qu'on faisait avant. Donc tout ça contribue à une sonorité très différente. Et c'est vraiment une sonorité, la sonorité de cet instrument correspond parfaitement à la personnalité de Eric. Tout à fait. Et alors, il me dit, oui, ça c'est pour enregistrer ces concertis. Et je voudrais tout à l'heure qu'on se voit avec le manager de l'orchestre. Et puis après la répétition, il dit, on va aller parler avec Sivert Wester, qui est un extraordinaire manager d'orchestre, comme il n'y en a jamais eu avant et il n'y en aura plus jamais un comme ça. Il faut savoir que l'orchestre du 18e, qui fait donc 80 concerts par an, enfin, dans les années normales, avec des tournées dans le monde entier, fonctionne avec 2 personnes. La plupart des orchestres ont des bureaux de 8, 10, 12, 15 personnes, et ici, c'est avec 2 personnes, ça fonctionne, et ça fonctionne très, très, très bien. Et ils m'ont alors demandé, bon Guy, on va enregistrer ces concertos, mais on voudrait que ce soit toi qui diriges. Et donc, oui, c'était un peu quand même un choc pour moi. C'était intimidant? C'est intimidant parce que diriger l'orchestre dans lequel on joue, c'est toujours une chose difficile. C'est une expérience que j'ai eue souvent hein, quand j'étais musicien ici, hein, pas loin d'ici, à Flagey, à l'orchestre symphonique de la RTBF. J'ai souvent dirigé cet orchestre. Hein. Et ça se passait très bien. Donc j'ai une certaine expérience de diriger des orchestres dans lesquels je joue également. Mais quand même, hein, l'orchestre du XVIIIe siècle est un orchestre quand même très particulier, avec une grande tradition. Et donc j'étais quand même un peu intimidé de tout à coup me retrouver à la place où se trouvait Franz Bruggen jusqu'il y a quelques années.
Mais la première émotion passée, j'ai dit, mais oui, quel beau projet de voir les deux clarinettistes de l'orchestre faire ça en duo, d'autant plus que nous sommes de très, très, très bons amis. Alors c'est vraiment, finalement, c'est le rêve de faire un CD de cette façon-là. Vous vous sentiez honoré qu'ils vous choisissent, qu'ils vous fassent confiance? Absolument, j'étais très honoré de la confiance qu'il me rendait, parce que Eric avait déjà enregistré avec les agréments, hein, donc il avait joué dans les agréments, il avait enregistré aussi un concerto, un double concerto pour basson, clarinette et basson, et donc ce n'était pas nouveau, mais notre collaboration, disons, chef clarinettiste n'était pas nouvelle, mais quand même, dans cet orchestre-là, c'était très particulier. Et puis, bon, je me suis lancé dans la préparation de ça. J'ai été voir les premières éditions des manuscrits. Enfin, bon, c'est tout un travail. C'est pas seulement sortir, parce que non, ce sont des concertos que j'ai joués moi-même. Hein. Ils sont très populaires dans le répertoire. Ce sont les grands concertos romantiques, hein, à la clarinette. Il n'y a pas pléthore de grands concertos, disons, populaires et connus. Hein, il y en a, mais et on en découvre maintenant. Hein, on est très ouvert à ça. Mais à l'époque où moi j'étais étudiant et puis même clarinettiste, bah, on connaissait le concerto de Mozart, et puis on passait à Weber, et de Weber, on passait à Brahms. Enfin, il y avait, entre les deux, il n'y avait pas grand-chose. Donc, ou du moins, on ne le connaissait pas. Et maintenant, il y a ce mouvement de découverte, et chaque semaine, il y a un site comme ça, américain, IMSLP, et qui est extraordinaire parce qu'on voit, ça aussi, ça fait partie presque de mes activités quotidiennes, de regarder les nouveautés qui sont mises en ligne. Mais c'est ahurissant ce qu'on découvre. Je ne regrette pas souvent d'avoir mon âge, mais quand je vois ça, je dis, mais si maintenant j'avais 35 ans, tout ce que je pourrais encore faire, hein, c'est absolument fantastique. Et c'est de bon augure pour les jeunes. Hein, qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, des découvertes souvent très intéressantes aussi. Hein, parce que sur le CD se trouve Weber, mais aussi un autre concerto, on peut en parler si vous voulez. Bien sûr. Mais donc, cet enregistrement s'est super bien passé. Ce qui n'est pas toujours le cas. Tous les enregistrements, ce n'est pas si simple que cela, mais là, ça a fonctionné du tonnerre. Eric était dans une forme éblouissante. L'orchestre a réagi au quart de tour. Moi, j'étais très inspiré. Et donc, voilà, ça fait un mix qui, d'après tous les critiques qui ont écouté ce CD, a l'air d'être réussi. Alors, je vous propose justement de l'écouter. Nous allons écouter l'Allegro du concerto en mi bémol opus 74 de Carl Maria von Weber.
L'Allegro du concerto en mi bémol opus 74 de Carl Maria von Weber, Erich Oeprich, était entouré de l'orchestre du XVIIIe siècle, placé sous la direction de notre invité Guy Van Waas. Dans le cadre de vos fonctions de professeur de musique de chambre au sein du prestigieux conservatoire de Mons, quel message principal cherchez-vous à faire passer en priorité à vos étudiants? Il faut savoir que je suis retraité depuis 7 ans déjà. Oh mon Dieu, donc mes informations ne sont pas très, Oui, très mais à voilà, jour. j'ai donné cours jusqu'à mes 65 ans, plus 15 jours, hein, et puis j'ai dû m'arrêter, la loi l'obligeant, et aussi, il faut laisser la place aux jeunes. Mais mon message aux jeunes, parce que j'ai beaucoup d'étudiants, il faut savoir que j'ai énormément d'étudiants avec lesquels j'ai encore du contact. Quand ils ont des projets, des questions,
ils savent où me trouver. Et toutes les semaines, j'ai bien un message de quelqu'un qui veut savoir ça ou qui prend de mes nouvelles, tout simplement, ce qui fait aussi plaisir en ces temps un peu particuliers. Et je vois ça quand je fais un post sur Facebook, le nombre d'anciens étudiants qui réagissent. J'ai toujours fait passer le message de l'optimisme. Et en ces temps-ci, je pense que c'est encore plus important. La vie n'est pas toujours rose et ça ne va pas toujours facilement. J'ai vécu ça moi-même. Parce qu'évidemment, quand on parle d'une carrière, on a l'impression que tout a été facilement et que tout est venu comme ça. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'ai dû lutter très souvent, et encore parfois. Mais pour les jeunes, il est important qu'ils sachent que tant qu'ils gardent l'ouverture d'esprit, ils vont avancer et qui avancent ne reculent pas. Et il faut se dire qu'après cette période très déprimante, à beaucoup d'égards, j'ai une petite anecdote. J'étais de jury au Conservatoire de Bruxelles, néerlandophone, pour la clarinette moderne. Et quand j'entendais ces jeunes sur scène, je n'ai pas ressenti qu'on était, entre guillemets, en crise. Ils se sont donnés à 100%, avec un talent remarquable, soutenu par un professeur remarquable, Benjamin Diltens, et qui les encourage. Il ne fait pas passer un message, dire « oui, c'est dur et ça ne va pas être facile ». Et on sait que ça ne va pas être facile, mais il faut donner l'espoir. Et quand j'ai entendu ces jeunes étudiants jouer à un niveau que j'ai rarement entendu, ça m'a rempli d'optimisme et je leur ai fait part de mon optimisme vis-à-vis d'eux en leur souhaitant, mais vraiment, de continuer et de garder l'espoir que la musique va reprendre, parce que je suis convaincu, sinon je ne serais pas ici, que ça va reprendre et qu'on a besoin de musique. Tout qu'on a besoin de théâtre, de cinéma, on a besoin d'art dans la vie. Je n'ai pas mis sur Facebook une photo avec des sigles que la culture est importante, mais je préfère le dire. C'est un besoin vital, essentiel, et ça va donc reprendre. Et ça va être sans doute différent. Ah, ça c'est évident. Il y aura des choses différentes. Le public va peut-être réagir différemment. Les artistes sur scène vont aussi être différents. J'ai eu l'occasion de diriger quand même pas mal de petites choses et même des grandes choses. Et pendant cette période pandémique, avec moult tests tous les jours et tout ça, donc un peu comme les athlètes, et quand je sens l'émotion des musiciens sur scène, c'est extraordinaire. Donc j'ai l'impression qu'on va presque aller vers un mieux après toute cette période où on aura été un peu mis à l'ombre, mais on va sortir dans la lumière, j'en suis convaincu. Alors, il y a un mot qui revient souvent à votre endroit, c'est empathique. On me parle beaucoup de l'empathie et c'est vrai que vous dégagez cela quand on vous rencontre. Est-ce que c'est important pour vous de communiquer votre enthousiasme avec le public également? Ah, mais c'est essentiel. Pour moi, un concert où on n'a pas ce ressenti que l'artiste vient vraiment partager quelque chose, mais c'est un concert complètement raté. Même s'il joue bien, même s'il joue très bien. Et bon, je vais parfois à des concerts. Enfin, il y a longtemps que j'ai pu être au concert, Bien sûr. malheureusement, mais j'ai été à des concerts où des gens jouaient très bien, mais je n'ai rien senti. Je n'ai pas senti ce réel besoin de communiquer, de construire un pont avec le public. Et ça peut être de beaucoup de façons. Moi, une des façons que j'aimais bien, c'est de parler avec le public. C'est C'est de cela, lui oui. dire un petit mot. Qu'il entende aussi le son de ma voix, mais aussi pour dire que je ne suis pas dans une espèce de bulle, que je sois interprète ou chef d'orchestre, je ne suis pas dans une espèce de bulle, mais je suis un être vivant qui est également souvent dans le public, comme est le public qui vient m'écouter. Donc, j'aime beaucoup avoir ce contact qui me paraît tout à fait essentiel. Et j'avais introduit, mais bon, il y a
toujours les finances évidemment, des concerts où je racontais la vie de Bach, de Handel, de Vivaldi, hein, et avec les agréments et de jeunes solistes, pour leur donner l'occasion d'être sur scène. Et ça avait un succès fou. Les gens attendaient ça, parce que c'est du zapping, mais en réel. Donc on écoute un mouvement d'une œuvre, et puis je raconte quelque chose, puis on écoute autre chose, et les gens sortent de là en retenant peu ou beaucoup, mais certains éléments qui vont les marquer. J'avais un jour, quand j'ai présenté Johann Sebastian Bach, j'ai fait dire à la salle, vous savez, on ne dit pas Bach, on ne dit pas Jean-Sébastien Bach. Bach, c'est pour la bière. Mais maintenant, on va dire comme il faut. Et alors, toute la salle, j'ai fait dire Bach. Et donc, les gens sont sortis de là. Je voyais des gens qui étaient Bach. Et donc, c'était comique. Mais les gens ont retenu ça de cette soirée. Et j'aime bien ce genre de petites choses qui font vraiment un contact et qui rendent d'un concert un événement un peu inoubliable. Et ça, c'est pour moi très important. C'est formidable. Alors, dans notre émission, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité le choix de partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Vous avez choisi Smooth Shake de Bert Joris et le Brussels Jazz Orchestra. Pourquoi ce choix? Je vais vous dire, enfin, non pas un secret, mais quand même, le jazz, j'ai toujours beaucoup aimé le jazz. Mais ça me paraissait être un monde tout à fait inaccessible. Et le hasard a fait que j'ai rencontré, il y a quelques mois, au mois de juin l'année passée, une de mes anciennes élèves, qui est la directrice de l'Académie de musique d'Oderghem. Et en parlant, elle me dit, oui, dans mon académie, j'ai 2 très, très bons professeurs de jazz, et dont il y a le piano et les vents. Et alors, j'ai dit, il y a le piano. Elle dit, oui, 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 c'est un très bon professeur. Je dis, mais écoute, ça m'intéresse. Et donc, elle m'a dit, ben voilà, on va te mettre en contact avec le professeur et puis on va voir s'il peut t'admettre dans la classe. Hein. Et j'ai eu la chance d'être admis dans cette classe de piano jazz. Et donc, cette passion tout à fait désintéressée commence maintenant à prendre du contenu grâce à ce professeur formidable qui est Mathieu Marron, un très très bon pédagogue. Et en pédagogie, je sais un peu de quoi je parle. Et donc rencontrer un professeur qui est un bon pédagogue, ça fait un plaisir fou. Et donc cet intérêt pour le jazz existe depuis très longtemps et se réalise maintenant. Et donc j'écoute beaucoup de jazz, j'ai toujours beaucoup écouté de jazz, toujours. C'est une des choses dans l'enseignement musical. On a de plus en plus coupé les lignes transversales. Parce que, soi-disant, on ne sait pas arriver à un haut niveau si on est transversal. Un clarinettiste qui joue de la clarinette, disons, traditionnelle et qui fait aussi du jazz, on dit « Oh, mais c'est mauvais pour ta sonorité, et puis tu vas déformer ta technique. » Pour un pianiste, la même chose. Et pour un pianiste de jazz, non, mais ce serait impossible qu'il puisse jouer convenablement du Jean-Sébastien Bach. Donc, on casse toutes ces lignes et je trouve ça très dommage. Il est évident qu'on ne sait pas être le meilleur en tout, ça, c'est pas possible, mais avoir l'intérêt vers toutes ces formes musicales, la musique contemporaine, la création musicale. Hein, j'ai fait ça pendant des années de ma vie. C'était le début d'ailleurs de ma carrière, de faire ce qu'on appelle la musique contemporaine, a été un outil fantastique dans mon développement. Et donc toutes ces transversales font la richesse d'un artiste, quel qu'il soit. Et donc maintenant, je suis non plus dans l'intérêt vu de l'extérieur, mais maintenant je suis en plein dedans. Je suis au niveau 0,0001, mais après 15 cours, il y a déjà un petit zéro qui a disparu. Hein, et donc je suis très heureux. Et on a la chance d'avoir à Bruxelles un orchestre, un big band qui est extraordinaire, trop peu connu chez nous. Ça, c'est évidemment aussi les finances, parce qu'il faut savoir que jusqu'il y a, je ne sais pas, 30 ans, il y avait des orchestres de jazz à la radio.
hein, qui était d'un niveau extraordinaire. Quand on entend les enregistrements qu'on entend heureusement à Musique 3 avec Philippe Baron qui fait passer ces vieux enregistrements, c'est aussi fantastique ce qui se passait à l'époque. Et donc, on a maintenant un orchestre comme ça avec Bert Joris, qui est un musicien fabuleux, qui est invité aussi dans des big bands à l'étranger. Enfin, c'est vraiment un très grand monsieur. Et je voulais rendre ce petit hommage en clin d'œil à ces extraordinaires musiciens de jazz que j'admire énormément. Alors nous allons l'écouter maintenant, donc Smooth Shake de Bert Joris et le Brussels Jazz Orchestra.
C'était donc Smooth Shake de Bert Joris et le Brussels Jazz Orchestra. Il s'agissait du choix de Guy Van Was, notre invité. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup, Guy Van Was, d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Merci à Carlos Zamajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13 heures, les mercredis à 14 heures et les dimanches à 9 heures. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.